C'est concluant. Et sur la pêche, puisque c'est aussi une vraie question, notamment en Guyane, eh bien, c'est 120 tonnes de pêche illégale saisies en Guyane, et vous savez combien le sujet est important. De Guyane, saluer la mémoire du président du comité des pêches, qui était Georges-Michel Karam, avec qui j'ai pu travailler en tant que ministre des Outre-mer, mais également avant, on se rencontrait au comité national des pêches. Je veux dire combien il s'est battu pour le développement de la pêche en Guyane, combien il s'est battu sur le plan d'accompagnement. Disait dans les titres, la future loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, voulue par le gouvernement, est au centre des préoccupations des élus actuellement. En Guyane, plusieurs secteurs d'activité économique sont en crise. La loi ne sera peut-être pas la panacée, mais on en attend beaucoup. Sur le terrain, retrouvons la réalité des difficultés que connaît la filière pêche. Sale temps pour les marins pêcheurs. Au vieux port de Cayenne, les bateaux sont taqués, pas de sortie en mer, ou si peu. De mauvaises conditions météo et des embarcations bien légères face à la mer déchaînée. Le poisson se fait rare. C'est très difficile de pêcher du poisson. Parce qu'il y a beaucoup de vent en ce moment. Et la mer est très mauvaise à cette époque. Sur le marché, les vendeurs sont toujours là. Mauvais temps ou pas, les affaires continuent. Mais les clients, depuis quelques années, désertent le marché. Et les prix du poisson dégringolent. On travaille pour vivre, mais pour de l'argent, on apporte beaucoup de poissons. Mais les poissons, il n'y a pas de clients qui viennent d'acheter. Alors on est obligé de baisser les prix. Beaucoup de petits pêcheurs côtiers abandonnent peu à peu le métier. La concurrence des supermarchés et des vendeurs à la sauvette asphyxie la filière. Et les infrastructures laissent à désirer. La profession va mal, pêcheurs à la dérive. Les pirates modernes ne s'intéressent pas aux trésors mais aux crevettes. Au large de la Guyane, dans les eaux territoriales françaises, un crevettier guyanais a été pris d'assaut par des bandits de haute mer venus du Suriname. Le bateau a été entièrement pillé. L'équipage parle d'une histoire de représailles. Céline Destève, Virginie Travers. Dans la nuit de lundi à mardi, des pirates venus du Suriname ont pris en otage l'équipage, détourné le bateau d'Irakubo à Saint-Laurent et se sont envolés avec 5 tonnes de crevettes, le matériel radio et les stocks de nourriture. C'est la première fois que des pêcheurs se font ainsi détrousser, mais depuis longtemps déjà, les pirates de la crevette pillent les eaux territoriales. Au Suriname, ils ont épuisé quasiment la ressource en surpêchant avec environ 130 ou 140 chalutiers, là où il en faudrait que 60 ou 70. Donc les pêcheurs surinamais viennent tout naturellement pêcher en France où ils trouvent des rendements, enfin en Guyane française, où ils trouvent des rendements de l'ordre de 3 ou 4 fois supérieurs à ceux qu'ils trouvent chez eux. Comme en face, il n'y a pas de répression, donc ils considèrent qu'ils sont chez eux en Guyane depuis une dizaine d'années, mais le phénomène a quand même pris de l'ampleur, disons depuis un an et demi, 2 ans, parce qu'on a pu constater parfois qu'il y avait jusqu'à 50 chalutiers surinamais qui étaient présents, ou coréens, qui étaient présents donc en Guyane française. Après la pêche illégale, les pirates sont donc passés à un stade supérieur. Les 6 Surinamais, armés jusqu'aux dents, ont profité du sommeil des pêcheurs pour monter à bord. Ils les ont obligés à livrer leur cargaison en les menaçant de mort avant de s'enfuir. Ils m'ont dit que la marine française a arraisonné 3 de leurs bateaux. Pour eux, c'est une sorte de revanche. Ils veulent récupérer leur argent. Ils ont dit qu'ils reviendraient et qu'ils ne s'arrêteraient pas avant de s'être totalement remboursés. Le butin représente une somme de 400 000 francs. Pour le moment, la gendarmerie maritime a interrogé l'équipage et le dossier va être transmis au parquet. Une enquête qui sera sans doute compliquée. Les pirates se seraient enfuis à bord d'une tapouille volée et il n'existe pas d'accord juridique entre le Suriname et la Guyane française qui permettrait de les poursuivre. Là, dimanche 3 octobre, depuis bon matin, 6 heures, là, à 23e tapouille, là, entre Irakubo et Mana.
mettre leur filet. Regardez. Je vous montre là. Là qu'on doit mettre leur filet là. Regardez là. Regardez, maïs 70. Vous avez vu ça? Ils n'ont pas honte. Marine, on en a marre. On en a marre. Marre de ces gens-là qui viennent piller notre côte là. Alors, fais de façon, avant que ça devienne plus dramatique. À nous, regardez, il n'est pas mêlé, regardez, il a des filets, il n'est pas mêlé avec personne. Des dizaines de kilomètres de filets, il n'est pas mêlé avec personne, regardez. On en a marre de ces gens-là. Badake pété, ça va péter. Olha aí a galera em cima da morrada. A galera de Miami aí, meu filho. Pescada, garoto. Olha como tá aí, olha como tá na rede. Buiou, meu filho. Buiou, bora ver, motorista. Bateaux clandestins entre Irakubo et Organabo et des kilomètres de filets posés par les illégaux, c'est le constat fait samedi par ces pêcheurs amateurs. À la direction de la mer à Cayenne, Bruno Morin est chargé de la police des pêches. Selon ces chiffres, la pêche clandestine a baissé au large ces derniers mois. Il y a 10 jours, ce bateau rapide d'intervention a été mis en service dans la zone Saint-Laurent-Mana, ce qui a entraîné un déplacement des clandestins. Il y a un report, si vous préférez, de pêcheurs de l'Ouest qui étaient plutôt dans l'estuaire du Maroni, sur la zone de Mana et la Rizière, qui s'est décalé depuis la mise en service de notre unité littorale sur l'Ouest, et donc d'une zone couverte par l'État de façon régulière, avec une certaine incertitude pour ces pêcheurs illégaux. Donc ils se sont décalés là-dessus. Samedi, la vedette Organabo de la gendarmerie maritime est arrivée au large d'Irakubo après le passage des observateurs citoyens. Un canot clandestin de ce type a été arraisonné puis escorté jusqu'au Suriname, ses filets rendus inopérants et 320 kilos de poissons rejetés à la mer. Les autorités comptent renforcer leur dispositif pour traquer les clandestins dans cette zone. On est juste en train d'essayer de redimensionner notre dispositif pour pouvoir avoir, comme nos unités transportables et légères, de pouvoir projeter depuis Irakubo ou Sinnamary des moyens nautiques légers pour pouvoir les intercepter. Des petits problèmes techniques à régler aussi, de cales de mise à l'eau par exemple. Il faut savoir que les cales de mise à l'eau sur les communes de Sinnamary et Irakubo sont en très mauvais état. Donc on ne peut pas mettre malheureusement de moyens un peu importants, on peut mettre que des petits moyens légers. Ça aussi, ça pose un vrai problème. Autre souci, parmi les vedettes, seul l'Organabo sort encore en mer. Le Mahuri, la deuxième vedette de la gendarmerie, est indisponible pour des raisons techniques. Quant au nouveau bateau des douanes, il a déserté Kourou, envoyé en réparation suite à un problème sur la coque. Première tapouille clandestine à l'horizon dans l'embouchure du fleuve Irakubo. Les pêcheurs illégaux veulent s'enfuir, mais notre bateau est plus rapide. Après un bref échange, il nous laisse monter à bord. Le bateau vient de Paramaribo où se trouve le propriétaire. L'équipage est guyanien. Dans la cale et sur le pont, 500 kilos de poissons en 8 jours de pêche dans les eaux guyanaises. La pêche a été bonne? Oui. Au Suriname, on n'a plus de poissons. Et en Guyane, il y a peu de navires. Là-bas, il y en a plein et on n'attrape pas grand-chose. Ça ne suffit pas à couvrir nos dépenses. Donc, on vient ici. Pour échapper aux navires des autorités françaises, le capitaine cache souvent son bateau le jour dans la mangrove sur la côte. La semaine, on reste caché dans la mangrove. On sort vendredi, on pêche samedi et dimanche, puis on se cache. À l'arrière, le cuisinier prépare le petit déjeuner, des légumes avec du poulet. Ce marin guyanien vit au Suriname avec femme et enfants. Même risqué, la pêche en Guyane peut faire vivre sa famille. Combien gagnez-vous? 2000 $ surinamiens en 10 jours. Tout dépend de la pêche. C'est un bon salaire? Oui. 2000 $ surinamais, soit environ 200 €, 2/3 d'un salaire moyen au Suriname en 10 jours de pêche. Nous repartons à la recherche d'autres tapouilles clandestines. Nos guides, Sylvian et ses amis, des pêcheurs amateurs d'Irakubo, ils dénoncent le pillage des eaux guyanaises. On est en pleine saison de mulet. Ça fait plus d'1 mois qu'on essaye de pêcher le mulet, c'est impossible. Tous les jours c'est pareil, on arrive, à la rigueur les gars nous disent mais qu'est-ce qu'on fait là quoi? Sous ce drapeau, un filet posé par les clandestins.
plusieurs kilomètres de long et des mailles hors normes pour prendre rapidement le maximum de poissons. Ils sont à une douzaine de bateaux, parfois 20, 25, 30 bateaux. À l'embouchure, là où les pêcheurs locaux viennent pêcher, eh bien voilà. Moi, je pense que c'est la souffrance pour ces pêcheurs, pour nos pêcheurs guyanais. Et ils n'attrapent rien. Nous abordons une deuxième tapouille illégale. Sur le pont, des dizaines de kilos d'acoupa à aiguille. Autre butin, des sacs de vessie natatoire d'acoupa, une poche qui permet aux poissons de contrôler sa flottabilité, vendue plus de 100 € le kilo au Suriname. Qui est le propriétaire du bateau? Oui, il y a un patron. Il est à Paramaribo? Oui, c'est ça. Nous abordons une troisième tapouille. Là encore, un capitaine guyanien au service de patrons basés au Suriname. 30 ans de métier dans la pêche et un message à l'attention des autorités françaises. On se cache, mais nous aimerions avoir l'autorisation de pêcher ici. Je parle au nom de nombreux pêcheurs. Nous pourrions vendre le poisson en Guyane et payer les taxes et tout ce qu'il faut. Après 3 jours de pêche, les marins ont déjà quelques kilos de vessie natatoire d'acoupa, appelées glou par l'équipage. Une fois séchées, elles sont revendues à prix d'or en Asie pour leur vertu soi-disant aphrodisiaque. Ce commerce assure la rentabilité de la pêche clandestine. On a 4 à 7 000 $ américains de dépenses par voyage. Le carburant, la glace, la nourriture. Le poisson couvre les dépenses. Et nous nous payons avec les vessies natatoires. Ce samedi, nous avons compté 6 tapouilles au large d'Irakubo. Les moyens de lutte contre la pêche clandestine les plus proches se trouvent à 80 km à Kourou. 2 vedettes qui visiblement ne suffisent pas à garantir dans la durée la souveraineté nationale dans les eaux de l'Ouest guyanais. La pêche de plaisance, une activité très appréciée en Guyane. Après le Mérou et la Imara, les pêcheurs amateurs craignent la sortie d'un arrêté préfectoral restreignant la pêche de l'acoupa. Nous avons entendu parler de cet arrêté par quelqu'un qui est un pêcheur que nous croisons tantôt dans les magasins de matériel de pêche, tantôt sur l'eau, tantôt au bord de la mer, et qui nous a confirmé qu'il y avait ce projet d'arrêté et que en fait ce projet d'arrêté il concernait la pêche de plaisance. Voilà, donc pour limiter le nombre de poissons pris à 3 poissons par personne. Ce projet d'arrêté préfectoral secoue le milieu des pêcheurs amateurs. Ils sont montés au créneau, ils ont créé le collectif des pêcheurs plaisanciers de Guyane, un collectif composé de 5 associations et d'une centaine de sympathisants. Notre association est contre ce projet dans la mesure que nous sommes des plaisanciers et nous allons pour nous amuser, pour pêcher, mais on ne peut pas accepter que la préfecture puisse réglementer la pêche. Je suppose que la préfecture nous prend pour des délinquants. Or, nous ne sommes pas des délinquants, dans la mesure que lorsque nous allons pêcher, c'est pour notre plaisir personnel et nous ne vendons pas les poissons. Pour l'association Zin Pêcheurs de Guyane, ce projet d'arrêté préfectoral n'a pas de raison d'être. Si cet arrêté vraiment doit être pris en l'état, il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un problème sur la ressource halieutique, l'acoupa en Guyane. Prendre un arrêté préfectoral local, il y en a déjà eu par le passé. Ça veut dire sur un point particulier, sur la base de fondements bien particuliers, il y a une modification ou un ajout, une précision sur la réglementation nationale qui est spécifique à la Guyane. Alors qu'on nous explique pourquoi ils vont mettre en place cette réglementation sur l'acoupa, qu'on nous explique clairement. Parce que pour nous, l'objectif, il n'est pas clair. Cet arrêté n'a pas encore été publié. Il est peut-être toujours à l'état de projet. Mais les pêcheurs amateurs ne comptent pas se laisser faire. Dès la semaine prochaine, des réunions et des actions sont à venir. Une barge venue spécialement du Suriname pour aider au dragage d'une partie du canal Lossa. Avec l'envasement, les bateaux se retrouvent très régulièrement bloqués dans ce secteur. À marée basse, ils s'échouent alors qu'ils souhaitent arriver jusqu'au point de débarquement et ils doivent attendre la marée suivante pour repartir. Donc ça gêne vraiment l'activité de pêche. Ça nous a été signalé par le comité des pêches en début d'année et vu l'urgence de la situation, avec un risque d'échouement assez accru, il a été décidé de procéder à ce dragage de manière urgente.
Un dragage réalisé par une entreprise hollandaise spécialisée dans le domaine. Cette mission très technique peut se faire uniquement à marée basse. Il s'agit d'une drague aspiratrice qui va prendre les sédiments et les relarguer 400 mètres donc en aval du canal pour libérer le canal donc de ces sédiments. Et aujourd'hui, le dragage va permettre de libérer donc, les sédiments sur 9 mètres de large et 2,50 mètres de profondeur, donc sur 190 mètres au niveau du canal, et puis ensuite sur un banc de vase de 410 mètres environ. La dernière opération de dragage date de 2009. 6 semaines de travaux sont prévues. Les pêcheurs pourront alors accoster au village chinois sans trop de difficultés. J'ai plusieurs questions donc à vous poser. Pourquoi la stratégie nationale portuaire adoptée en 2021 n'a-t-elle pas fait l'objet d'une déclinaison pour les Outre-mer, comme cela avait été le cas en 2016 pour la précédente stratégie? Comment permettre l'intégration des ports ultramarins dans les grandes routes maritimes du commerce mondial et répondre à l'explosion du coût du fret? Quel est le bilan de la réforme de 2012 créant les grands ports maritimes dans les DROM? Pour financer les nombreux projets d'exploitation de ressources marines, aquaculture, médicaments, cosmétiques, comment attirer davantage de capitaux en Outre-mer et permettre l'implantation des groupes leaders dans ces domaines, prenant le relais des instituts de recherche? Et enfin, comment renforcer l'attractivité et les formations aux métiers maritimes en Outre-mer? Alors, sur la stratégie nationale portuaire, elle est nationale. Et comme elle est nationale, elle n'est pas exclusivement hexagonale ou métropolitaine, selon le mot que l'on choisit d'utiliser. Elle concerne donc l'ensemble des territoires ultramarins ou des ports, des grands ports des territoires ultramarins qui sont sous tutelle de l'État, bien entendu, mais aussi des ports décentralisés. Je crois que cette stratégie, elle a cet intérêt de parler de l'ensemble des ports d'un territoire ou de l'ensemble des ports français. Avec cette volonté, pour moi, au plan national, de faire que la France soit le premier port d'Europe si la France sait faire travailler tous ces ports ensemble. Les ports de Guadeloupe et de Martinique ont pour objectif de renforcer leur positionnement régional dans l'arc caraïbéen, bien entendu, avec des améliorations dans la fiabilité et la qualité des services conteneurs. Il faut effectivement qu'on puisse poursuivre le travail. Et puis, il y a ce travail commun qui est lancé depuis quelque temps entre la Martinique et la Guadeloupe pour avoir cette complémentarité qu'il faut de manière à développer la totalité de la zone. Il faut voir comment, c'est sans doute le travail qui reste à faire, la Guyane s'implique dans cette dynamique de bassin. Moi, je crois à une attractivité produite par les différents ports qui viennent en complémentarité. Il y a également un questionnement sur les lycées maritimes, un questionnement sur les formations maritimes dans l'ensemble des territoires ultramarins et les plateformes que nous souhaitions mettre en place. Je sais, pour avoir rencontré le président de région en Guadeloupe hier, qu'il attend une dernière validation pour la plateforme des métiers du maritime en Guadeloupe, que celle de la Martinique a avancé fortement, qu'à La Réunion, il y a plusieurs initiatives qui ont été portées et que nous sommes là avec le ministre des Outre-mer pour accompagner cette dynamique de formation. Je fais en sorte aussi à l'ENSM, École des officiers, de regarder, puisque nous sommes en train de travailler sur un nouveau cadre, la place des Outre-mer dans cette école, les relais dans les territoires ultramarins pour en faire la promotion, mais bien entendu après la capacité à accueillir les ultramarins. Pareil dans les lycées de métropole, quand on ne peut pas faire des formations sur les territoires, quel est l'accompagnement, comment on peut avoir davantage de partenariat, de coordination entre les différents lycées qui permettent d'accueillir mieux les territoires, enfin les ultramarins qui veulent se former. C'est concluant. Et sur la pêche, puisque c'est aussi une vraie question, notamment en Guyane, eh bien c'est 120 tonnes de pêche illégale saisies en Guyane, et vous savez combien le sujet est important. Et puisque je parle des Antilles, je voudrais ici saluer la mémoire
des Antilles et de la Guyane, mais plus particulièrement de la Guyane, saluer la mémoire du président du comité des pêches, qui était Georges-Michel Caram, avec qui j'ai pu travailler en tant que ministre des Outre-mer, mais également avant, on se rencontrait au comité national des pêches. Je veux dire combien il s'est battu pour le développement de la pêche en Guyane, combien il s'est battu sur le plan d'accompagnement qui a été pensé après les crises que la Guyane a connues, et combien jusqu'au dernier jour il a souhaité que nous puissions transformer le modèle de la Guyane. Et je crois que nous nous devons de continuer, bien entendu, en sa mémoire sur ce sujet, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler. La ministre, pour l'hommage que vous lui avez rendu, c'est un guerrier, c'est un combattant, et je pense que le président par intérim, qui est M. Nicolas Abché, a l'intention de poursuivre en tout cas les actions de Georges Michel. Avant que ces bateaux viennent voler avec des longueurs de filet entre 5 et 10 km, avec des hauteurs de filet entre 10 et 20 mètres. Je me suis battu, j'ai été voir le président de la République, j'ai été voir le ministre, j'ai été voir tout le monde. Je parle à un mur. Lutter contre la pêche illégale en Guyane était son cheval de bataille. Personnage au fort caractère, Georges-Michel Caram, avec un franc-parler légendaire, n'hésitait pas à dire tout haut tout le fond de sa pensée. Sa disparition laisse un grand vide. Ça fait moi la peine, même de l'eau sortie à Mosier beau matin, parce que Georges a été coup de frais pour moi. Pas même bien longtemps, semaine passée, moi j'étais à parler qu'elle. Véritable pêcheur, Georges. Il était un blagueur, mais il était un bon boug. Il était un solide boug, vaillant boug. Il faut savoir aussi qu'il était à la chasse. Il y a un vaillant tireur, parce que une fois, moi j'étais mené, parce que chaque coup, moi tirais 3 coups. Je me loupé les 3 coups. Je me dis, OK. Là, je retourne avec l'émissaire, bam, jibim, il fait mon plaisir. Président du comité régional des pêches maritimes de la Guyane, il a mené de nombreux autres combats pendant plus de 40 ans. Nous avons des problèmes de marins, nous avons des problèmes de vente de poissons. Au Suriname, ils ont un prix. Au Brésil, c'est le même prix qu'au Suriname, c'est le même prix à Georgetown. Pourquoi ils veulent nous le baisser de moitié en plus? Et ils ne sont même pas capables de nous payer en temps et en heure. S'il n'y avait pas les vessies datatoires depuis une dizaine d'années en arrière, il n'y aurait plus de pêche en Guyane. La disparition de certaines espèces de poissons se fait ressentir aussi bien chez nous en Guyane que chez eux. En étroite collaboration avec l'organisation non gouvernementale WWF pour la préservation de la mer, à 65 ans, Georges-Michel Caram restait la voix entre le monde maritime et le monde politique. La semaine dernière encore, il rencontrait le ministre de l'Outre-mer. Son dévouement indéfectible pour son métier salué. Je connais, depuis que j'ai commencé en 1976 dans la pêche, je connais. Nous sommes toujours ensemble, je donne un coup de main, lui donne un coup de main. C'est toujours les idées, à Kourou, que ce bateau, quand tu veux ce poisson, ce bétail. Et puis après, je suis content de nous faire là présent. M. Caram est un homme de caractère indéniable. Je pense qu'on pourra tous en témoigner, que ce soit les pêcheurs qui l'ont connu, les amis ou la famille. Malgré tout, c'était un amoureux de la Guyane, un passionné de la pêche et de la chasse aussi, et d'autres sujets économiques propres à la Guyane. Son petit nom, c'est Georges-Michel Caram, d'où le petit surnom Michou. Les intimes et les amis l'appelaient Michou. Il aurait sans doute aimé voir de ses propres yeux une économie maritime durable et légale se développer sur le territoire. La Guyane gardera en tout cas le souvenir d'un homme toujours au front pour le bien-être du secteur de la pêche.